commencer. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour l'invitation. Merci aux membres de la Commission de prendre le temps de nous écouter aujourd'hui. Alors, Simon Tellès, je suis avocat dans la vie de tous les jours, en droit du travail, justement. Donc, vous comprendrez que je suis particulièrement interpellé par le sujet de discussion aujourd'hui. Je laisse ma collègue. Éliane Racine, je suis vice-présidente au contenu chez Forge Jeunesse. Puis dans la vie de tous les jours, je fais un doctorat en relations industrielles à l'Université de Montréal. Donc, pour moi aussi, c'est un sujet qui touche des cordes sensibles. Alors, j'aimerais débuter, Madame la Présidente, en présentant un peu la mission de Forge Jeunesse, qui est de défendre les intérêts, les droits des jeunes dans l'élaboration des politiques publiques et avec un angle tout particulier en matière de travail et d'emploi qui constitue vraiment notre champ d'intervention principal. On suit évidemment avec intérêt les travaux de la Commission. On a déposé notamment un mémoire dans le cadre du projet de loi 59, dont certains membres ont peut-être eu la chance de prendre connaissance, mais on est encore plus content aujourd'hui d'être en personne pour vous présenter nos recommandations sur le projet de loi numéro 14. Tout d'abord, on tient à saluer la volonté du ministre et les actions concrètes que le ministre a posées pour octroyer des protections supplémentaires aux stagiaires qui, dans l'état du droit actuel, à notre avis, ne sont pas adéquatement protégés. On pense qu'il aurait été plus approprié de passer directement par la loi sur les normes du travail pour leur conférer ces protections-là additionnelles. Cela dit, on est quand même d'opinion que le projet de loi améliore les conditions des stagiaires et donc on va vous faire des recommandations dans le projet de loi qu'on a actuellement sous les yeux pour tenter de le bonifier et d'accroître davantage ces protections-là. Dans le cadre de notre présentation, on va insister principalement sur 4 recommandations, celle de la définition du rôle de stagiaire, celle de la durée du stage, en troisième lieu, de l'ajout de protections additionnelles pour les stagiaires et finalement des recours pour pratiques interdites. Je vais laisser ma collègue poursuivre avec la définition de stagiaire. Merci, Simon. Donc, comme Simon l'a mentionné dans son introduction, dans la loi sur les normes du travail actuelle, le statut de stagiaire est pratiquement inexistant et donc le projet de loi 14 vient définir un terme qu'on utilise couramment en pratique. Puis pour nous, ça, c'est déjà un pas de plus dans la bonne direction parce qu'on vient vraiment clarifier ce qu'on entend comme étant un stage, puis on vient faire le lien avec la portion là, qui est liée à l'éducation puis au système des établissements d'enseignement. Maintenant, pour nous, le petit morceau manquant, c'est de vraiment venir l'ajouter aussi dans la loi sur les normes du travail pour qu'il y ait vraiment un lien entre ces deux lois-là, donc la loi sur les normes du travail puis le projet de loi 14. On croit qu'en ajoutant cette définition-là à même la loi sur les normes du travail, on va être en mesure de mieux protéger les stagiaires, mais également les personnes sur le marché du travail qui se font offrir un stage qui en réalité est un emploi. Je vais laisser Simon continuer avec la durée des stages. Merci, Eliane. Alors, au niveau de la durée des stages, il n'y a rien actuellement dans le projet de loi 14 qui vient préciser quelle devrait être la durée d'un stage ou au moins donner des balises pour que la durée d'un stage soit spécifiée dépendamment des différents programmes. Et pour nous, c'est problématique. C'est un élément qui devrait clairement être précisé dans la convention de stage pour éviter qu'une personne, un stagiaire, effectue un nombre d'heures supérieur à la durée qui est attendue sans bénéficier des protections de la loi sur les normes du travail. Alors évidemment, pour les stages dont la durée est spécifiée en jours ou en mois, il va y avoir un travail des ordres professionnels, des établissements d'enseignement de définir qu'est-ce qu'est une journée normale de stage, qu'est-ce qu'est une semaine normale de stage, afin justement de s'assurer que les gens ne continuent pas de travailler au-delà de cette durée-là et qu'ils ne soient pas protégés. Et pour vous donner un exemple que je connais très bien, je peux vous parler du stage du barreau. Le stage du barreau qui est d'une durée de 6 mois, il n'y a pas d'autres balises qui sont données. Donc, est-ce que la semaine normale d'un stagiaire du barreau, c'est 35 heures par semaine? Par expérience, je peux vous garantir que c'est pas mal plus que ça. Est-ce que c'est 80 heures semaine? En ce moment, on voit les deux cas d'espèce et il n'y a pas de protection qui sont données aux stagiaires qui travaillent des 80 heures par semaine. Donc ça, pour nous, c'est un cas très criant plutôt, qui est problématique. Et en plus, ce n'est pas tous les stages qui sont rémunérés, même en droit, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, il y a un autre problème qui s'ajoute au niveau de la compensation financière dont on aura la chance de vous parler un petit peu plus tard. Alors, ce qu'on demande, c'est l'objet de notre recommandation numéro 3, c'est qu'on crée un mécanisme similaire à celui de l'article 2090 du Code civil du Québec qui viendrait prévoir qu'une fois qu'un stagiaire termine ses heures normales de stage, s'il continue à exercer une prestation dans son milieu de stage, mais qu'il soit réputé devenir salarié au sens de la loi sur les normes du travail. Donc, c'est l'essence de notre recommandation numéro 3.
On souhaite aussi dans le projet qu'il y ait des normes du travail supplémentaires minimales qui soient ajoutées aux stagiaires, parce que dans sa version actuelle du projet de loi, numéro 14, il y a encore une distinction trop grande qui est faite, selon nous, entre un salarié et un stagiaire. C'est-à-dire que, pour nous, toutes les protections minimales qui sont accordées à un salarié, qui sont transposables à la réalité d'un stagiaire, devraient être accordées aux stagiaires. Et pour vous en donner quelques exemples, on parle notamment de la durée du travail, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, les périodes de repos. On pense qu'un stagiaire aussi devrait avoir le droit d'avoir une pause de 30 minutes pour manger, devrait avoir une période de repos d'au moins 32 heures par semaine entre ses semaines de travail, devrait avoir droit aussi à des absences prolongées pour cause de maladie ou familiale. Présentement, dans la version du projet de loi qui est à l'étude, ces conditions-là ne sont pas incluses. Et en plus, c'est des conditions qui sont à coût nul pour l'employeur parce que c'est des questions d'absence et de repos. Donc, le coût de cette mesure-là n'est pas très, très grand pour les bénéfices que ça pourrait apporter aux stagiaires. Alors, on propose que ces normes-là soient élargies dans la version actuelle du projet de loi. Maintenant, il y a une autre norme minimale du travail particulièrement importante qui n'est pas dans le projet de loi 14, et c'est celle de la compensation financière. On propose que les stagiaires qui exécutent des activités d'acquisition et de mise en œuvre de compétences, donc je ne parle pas des activités d'observation ici, mais vraiment lorsqu'un stagiaire effectue une prestation dans un milieu de stage qui bénéficie au milieu de stage, bien, qu'il y ait une compensation financière qui leur soit donnée, qui est équivalente au salaire minimum. Donc, ça pourrait être sous forme de salaire, ça pourrait être sous forme de bourse, mais pour nous, la prestation que fait un stagiaire dans un milieu qui en bénéficie, il n'y a pas de raison de soustraire ça des normes minimales du travail, du salaire, comme c'est le cas actuellement. Les stagiaires ajoutent une valeur à leur milieu de travail, je pense que personne ne peut en douter, et ça limite leur temps actif. C'est-à-dire que quand ils et elles sont en milieu de stage, elles ne peuvent pas travailler pendant ces heures-là, et donc il y a un réel danger pour les stagiaires d'être en situation de précarité, et sur le terrain, c'est ce qu'on observe. Alors, on pense que ce mécanisme-là est essentiel pour assurer de meilleures conditions aux stagiaires. Parallèlement, évidemment, il pourrait y avoir un mécanisme de transition pour laisser le temps au milieu de stage de s'adapter à cette mesure-là, et peut-être d'autres incitatifs qui pourraient être mis en place pour aider les milieux à se conformer à cette directive-là. Mais on pense que cette recommandation-là, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de diminution de la population active, est d'autant plus importante parce que ça augmente la rétention des stagiaires dans les milieux, particulièrement en santé, où il y a beaucoup de stagiaires et où les besoins sont criants. Alors, je vais laisser ma collègue poursuivre avec les recours pour pratique interdite. Merci, Simon. Donc, en matière de recours, la proposition qu'on vient faire, c'est vraiment simplement de pouvoir élargir qui peut déposer une plainte pour refléter un peu la réalité du milieu des stages. À l'heure actuelle, si un stagiaire vit une situation qui est inadéquate dans son stage, il n'y aura peut-être pas le réflexe d'appeler la CNESST pour pouvoir dire « je pense que je vis quelque chose que je ne suis pas censé vivre ». Les mécanismes existent déjà dans les universités, que ce soit à travers l'établissement d'enseignement ou encore à travers les associations étudiantes. Et donc, ce qu'on propose, c'est que ces deux organismes-là qui défendent et qui peuvent défendre les intérêts des stagiaires puissent faire un dépôt de plainte auprès de la CNESST, là, moyennant d'avoir l'autorisation écrite du stagiaire en question. Donc, en terminant, je pense que c'est évident pour nous que le stage, c'est une étape importante dans la vie puis dans le processus d'intégration professionnelle des jeunes. Le projet de loi 14 a la capacité de pouvoir venir protéger davantage ces jeunes-là. Pour nous, les modifications qu'on viendrait apporter en accordant des bénéfices là, au niveau des normes du travail, ce seraient des points importants là, pour pouvoir améliorer cette protection-là. Puis c'est certain que ça passe aussi, selon nous, là, par un accompagnement à la fois des milieux de stage, mais aussi un accompagnement au niveau de la société là, à travers une campagne de sensibilisation. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, le terme stage est utilisé à toutes sortes de sauces, donc je pense qu'il faut pouvoir venir là, qualifier clairement qu'est-ce qu'un stage, qu'est-ce que n'est pas un stage, puis quel droit s'applique à qui sur le marché du travail. Donc, merci beaucoup pour votre écoute, puis on va être prêt à prendre vos questions. Merci. Merci pour votre exposé. Alors, effectivement, nous allons commencer la période d'échange. Alors, Monsieur le ministre, à vous la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, merci pour votre engagement, la qualité de votre mémoire,
la réflexion derrière les recommandations qui nous sont soumises. Peut-être quelques petites précisions, là, puis peut-être que je n'ai pas bien compris. Là, je pense que c'est toi, Simon, qui faisais référence à 2290. Il me semble que ce que tu mentionnais, par exemple, en référence avec un stagiaire du barreau, qu'au lieu d'être une semaine régulière de 40 heures, ça pouvait être 50 heures. Soit tu as fait référence à 80, peut-être qu'il y en a qui se rendent à 80, là, puis je connais la réalité des grands cabinets, là, surtout à Montréal, mais qu'au-delà de 40 heures, il devrait être assimilé à un salarié conformément à 2290. Le souvenir que j'ai, parce que je n'ai pas l'article devant moi, c'est, il me semble qu'après l'arrivée du terme du mandat, s'il continue à travailler pendant 5 jours, par exemple, à ce moment-là, il est réputé à... OK, c'est plus à ça que tu faisais référence. OK, parce que j'avais mal compris, là, parce que tu semblais dire qu'au-delà d'une semaine régulière de travail, il devait être considéré comme un salarié. OK. Non, ce qu'on souhaite, c'est qu'à la fin de la durée du stage, donc prenons par exemple le stage du barreau, si après 6 mois de stage, le stagiaire continue à travailler dans son milieu de stage pendant 2 mois supplémentaires, c'est qu'après 5 jours de prestation sans opposition de l'employeur, là, il soit assimilé à un salarié. Ce qu'on souhaite éviter, c'est qu'une personne soit maintenue dans le statut de stagiaire alors qu'elle exerce une prestation de travail qui s'apparente à celle d'un salarié. OK. Dans un cabinet d'avocats, c'est une réalité qui est connue. OK. C'est parce qu'il faut pas faire aussi le mélange des genres. Hein. Le Code civil du Québec, c'est du droit supplétif. La loi sur les normes du travail, c'est une loi qui s'applique dans un contexte de relation bipartite entre un employeur et un salarié. Il y a une infime minorité de stagiaires qui sont couverts dans la loi sur les normes du travail, mais il y a des exceptions. Puis c'est des stagiaires qui sont rémunérés, qui font des stages pour accéder à un ordre professionnel, puis il y a beaucoup d'exceptions en ce qui les concerne. Le projet de loi 14, il est autoportant parce que là, on a voulu faire assumer des responsabilités partagées, notamment au milieu de travail, à l'établissement d'enseignement ou l'ordre professionnel, le cas échéant. Puis la statistique que j'ai, c'est que 88% des stagiaires ne sont pas rémunérés au niveau technique collégial, alors qu'au niveau universitaire, c'est 67%. Donc, c'est pas un projet de loi de rémunération, c'est un projet de loi qui vise à conférer des droits, puis des protections, puis des recours, comme vous l'avez bien mentionné. Puis je suis heureux de constater que vous êtes bien sûr d'accord avec le principe. Puis en ce qui concerne la durée des stages, j'aimerais ça vous entendre sur la compatibilité entre des stages de courte durée, parce qu'il y a une diversité de stages, là, vous y avez fait référence, il y en a, c'est purement de l'observation, d'autres, développement d'habiletés, acquisition de compétences et connaissances, mais la durée est très variable. Comment on peut concilier une durée de stage qui est plus courte avec des absences de longue durée? Expliquez-moi donc un ou l'autre, là, comment vous voyez la mécanique d'interruption. En fait, je pense que l'idée de permettre une mécanique d'interruption, puis vous le mentionnez bien, là, il y a des stages de différentes durées. C'est évident pour nous que le fait d'être disponible ou non pour offrir la prestation de travail au moment où l'entreprise a besoin de cette prestation-là est un facteur important à considérer. Ça l'est déjà quand on regarde, par exemple, pour l'octroi de contrats à durée déterminée sur le marché du travail, c'est un facteur qui peut être considéré là, au niveau de la jurisprudence. Maintenant, pour nous, l'idée, c'est de dire la personne qui ferait, par exemple, un stage de plus longue durée, comme le stage du barreau, bien, cette personne-là, si elle a besoin d'une absence durant le stage, elle a peut-être moins la capacité de pouvoir le prévoir en amont qu'un stage de courte durée qui serait, par exemple, sur une semaine. Et donc, dans ce contexte-là, d'avoir des mesures comme le congé de longue durée qui s'appliquerait
s'appliquerait un peu de la même manière qu'aux salariés, mais ça permettrait de protéger ces personnes-là. Puis je réitère vraiment que l'idée, c'est pas nécessairement de vouloir mettre les bâtons dans les roues des employeurs, là, c'est pas ça le point. Le point, c'est de dire, pour les travailleurs puis pour les salariés, on a mis en place des mesures qui s'appliquent puis qu'on est capable d'appliquer en fonction d'un contrat à courte durée puis d'un contrat à durée indéterminée. Pour nous, c'est un peu le même principe qui s'appliquerait là, au niveau des stages. C'est donc dire, puis là, je comprends pas bien, Éliane, la mécanique qui permettrait, par exemple, à quelqu'un qui est un stagiaire qui est dans un stage, par exemple, de 6 semaines, comment on appliquerait une absence de longue durée dans un contexte comme celui-là? Mais je pense que l'absence de longue durée va surtout affecter aussi, puis vous l'avez mentionné plus tôt, là, la relation de stagiaire, c'est une relation qui est tripartite, fait que c'est évident que ça va affecter du côté de l'employeur aussi. Puis je pense que l'employeur et de l'établissement d'enseignement, puis c'est l'idée de pouvoir dire, bien, si la personne a déjà effectué 3 semaines de stage, bien, ces 3 semaines-là doivent pouvoir lui être reconnues comme étant avoir été complété, puis donc de pouvoir continuer par après, là, puis de reprendre une fois son absence terminée, son stage là où elle l'avait laissé. Là. Est-ce que tu ne crains pas que ça puisse donner naissance à un régime à 2 vitesses? Parce que si tu es étudiant, puis qu'au bout de quelques semaines, tu dois t'absenter pour des raisons parentales ou des raisons de maladie ou autres, ou de proche aidance, tu ne recommenceras pas ta session là où tu l'avais complétée. Si tu dois revenir, tu reprends ta session ou tu reprends ton année académique si c'est dans un centre de formation professionnelle. Et là, ce que tu me mentionnes, Éliane, pour le stage, il faudrait quand même avoir un processus de reconnaissance des acquis pré-absence de longue durée et après ça, lui permettre de continuer son stage indépendamment des ressources qui sont disponibles dans le milieu de stage. Est-ce que il n'y a pas une appréhension de votre part d'iniquité potentielle? Mais je pense que ce serait quand même possible de pouvoir anticiper ces enjeux-là. Puis je pense qu'il faut quand même rappeler que c'est pas la majorité des stagiaires qui vont se prévaloir là, des absences de longue durée. Là. Puis sur ce point-là, c'est certain que ça va demander une adaptation, mais encore là, quand on regarde au niveau des universités, bien, il y a des mécanismes qui existent aussi, là, que ce soit pour le congé de maternité ou pour des congés de longue durée, il y a quand même des mécanismes qui existent aussi pour accommoder les étudiants. Donc, ça pourrait être de se calmer sur ces processus-là aussi, là. Moi, je serais assez ouvert à ça, Éliane. C'est une très bonne idée. D'ailleurs, il y a quelqu'un de la Fédération des collèges du Québec qui en a fait référence. Les accommodements. Quand tu réfères à des accommodements dans un contexte comme celui-là, peux-tu nous donner 1 ou 2 exemples d'accommodements dans un contexte comme celui-là? Pour un congé de longue durée, oui, là? Oui. Bien, c'est évident que si on prend, par exemple, le cas d'un stage où la personne doit aller faire un don d'organes ou en tout cas pour une maladie, bien, la personne, elle va devoir quitter son lieu de travail puis après ça, revenir. Après ça, c'est sûr que ça va... Le temps qui est passé à l'extérieur, évidemment, il va y avoir du travail qui va pouvoir être fait puis que c'est pas le même contexte qu'un salarié, là, où quand il revient dans son emploi, il retrouve son emploi. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de pouvoir s'arranger pour que la personne puisse revenir puis pouvoir reprendre le stage. Là, si on regarde, il y a certains milieux de stage que, année après année ou session après session, ils utilisent des stagiaires pour faire une partie là, de leur travail. Donc, ils ont quand même du travail disponible qui peut être réalisé par un stagiaire une fois que la période est terminée. Puis c'est certain qu'on est très conscient là, que c'est peut-être pas le cas pour certaines PME qui vont prendre un stagiaire une fois pour un besoin très particulier. Mais encore là, le principe de l'accommodement raisonnable prévoit aussi que l'entreprise dans laquelle la personne va faire le stage n'a pas non plus la possibilité d'accommoder. Bien là, on pourra regarder avec l'université pour voir comment est-ce qu'on peut accommoder différemment. Peut-être qu'il y a une autre organisation qui a le besoin d'un stagiaire puis qui pourrait prendre cette personne-là. Là. Absolument. Je pense qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde. Il y a tellement une asymétrie, là aussi, dans les réalités de stage.
Puis, Eliane, je te comprends bien, dans certains cas, il serait possible de faire un accommodement raisonnable. Si c'est des milieux de travail privés, effectivement, puis il y a des milieux de travail privés, ça peut être une PME qui attendait le stagiaire, puis bon, on dit la plupart ne sont pas rémunérés, mais il y en a qui sont rémunérés puis qui y effectuent une prestation de travail effective et ils en ont besoin. Puis si le stagiaire doit s'absenter, il va devoir être remplacé par une autre personne. Là. Il y a une question aussi de planification pour le milieu de l'emploi. Puis des fois, il y a des ordres professionnels qui s'attendent à ce que le stage soit complété à l'intérieur d'une période spécifique. Fait que c'est vraiment variable. Là. Ça dépend véritablement d'un milieu à l'autre. Sur les recours, Eliane, quand tu réfères à de l'accompagnement, à quoi tu penses? Parce que tu connais bien le mécanisme qui prévoit aussi qu'un médiateur, conciliateur de la CNESST va accompagner les parties. Y a-tu, dans ton esprit, un accompagnement additionnel qui pourrait être requis pour le bénéfice d'un stagiaire? Mais je pense que le premier accompagnement additionnel qu'on peut avoir, ça va même avant même de porter plainte, là, que ce soit pour les normes du travail en général ou pour les conditions des stagiaires précises. Je pense que la connaissance de ces droits au travail n'est pas toujours connue par l'ensemble des jeunes en particulier. Puis sur ce point-là, que ce soit à travers l'escouade jeunesse ou encore un nouveau programme qui pourrait être mis en place par la CNSST, il y a un réel besoin là, de pouvoir faire connaître les services qui sont disponibles pour les jeunes, puis en même temps aussi de pouvoir connaître les droits qui s'appliquent à soi, parce que je n'irai pas porter plainte si je ne sais pas que je suis victime de quelque chose que je ne suis pas supposée vivre. Là. Donc, c'est certain que pour cette partie-là, je pense que c'est la première étape de l'accompagnement. Après, pour le processus d'accompagnement durant la plainte, bien, c'est certain que la CNESST le fait déjà là, auprès de salariés. Fait que je pense que ce service-là devrait perdurer. Puis, dans le cas du stagiaire, bien, c'est évident que si, par exemple, les établissements d'enseignement ou les associations étudiantes sont prêtes à prêter main forte dans la mise en œuvre du mécanisme de la plainte, bien évidemment, là, on serait d'avis que ce serait favorable qu'eux autres aussi soient impliqués là, dans ce processus-là. Oui, puis Eliane, juste à des fins d'information, c'est important de réitérer parce que tu as lu le projet de loi, mais l'article 5 le dit clairement là, que l'employeur, l'établissement d'enseignement, l'ordre professionnel doivent informer tout stagiaire des droits prévus par la présente loi. Donc, dans les droits prévus par la présente loi, il y a notamment la possibilité d'intenter un recours. Mais en même temps, il y a aussi le droit de demander à quelqu'un de t'accompagner, parce que la CNESST n'est pas là que pour intervenir quand il y a des plaintes. Elle est là aussi pour accompagner, aider les parties à comprendre leurs droits et obligations. 3 minutes à l'échange. Parfait, merci. Alors, je vais donner l'opportunité à mes collègues, ma collègue de Jean Talon, d'intervenir. Merci beaucoup, Simon Pélian. Alors, la parole est à vous, député de Jean Talon. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, Eliane et Simon, pour votre mémoire. C'est hyper intéressant, honnêtement. J'aime beaucoup le fait que vous voulez justement inclure et mieux définir ce qu'est un stage, pas juste dans la loi, dans le PL14, mais également dans les normes du travail. Il me semble que c'est quand même logique. Je vais continuer un peu dans la même veine que Monsieur le ministre, parce que là, on parle beaucoup de l'importance ou de l'obligation de bien informer les stagiaires sur leurs droits, les rôles des institutions scolaires, des employeurs. Mais est-ce que ces rôles-là et ces obligations-là ne devraient peut-être pas être balisés avec un contrat? Quel serait le meilleur véhicule? Parce que tout à l'heure, vous avez mentionné que justement, dans un milieu de travail, on signe un contrat. Puis là, nous, on a rencontré plusieurs groupes qui nous disent que, bon, il n'y a pas nécessairement toujours des conventions de stage. Je sais que ça relève de l'éducation et tout ça, mais tu sais, vu qu'on parle de ces choses-là, je pense que ça serait important. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Bien, comme le ministre l'a suggéré, effectivement, il y a déjà une obligation dans le projet d'information des droits contenus au présent projet. Donc, ça, on pense que c'est une partie de la solution. Mais dans la convention de stage, c'est ça un peu le contrat qui lie, on parlait de relations tripartites tout à l'heure, là, qui lie le milieu de stage, l'étudiant et l'établissement d'enseignement. Bien, pour nous, la convention de stage devrait préciser la durée du stage, ce qui est pas une obligation à l'heure actuelle, mais aussi les autres éléments qui vont régir la conduite des parties ainsi que les droits. Donc, ce serait intéressant de trouver une façon de s'assurer que dans les conventions de stage, bien, les protections qui sont prévues par le projet de loi s'y retrouvent.
Bien, dans cette même veine-là, parce que justement, Yann, tu parlais des processus de plainte, puis les mécanismes, impliquer des organismes peut-être universitaires, mais là, il y a aussi des stages au niveau collégial. Tu sais, c'est assez diversifié, les stages. Il y en a que c'est des courts stages, longs stages. Est-ce que dans un même type de contrat, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi donner de l'information sur des mécanismes ou un accompagnement en cas de plainte ou d'abus, tu sais, que l'employeur le voit, puis parce que moi, ça fait longtemps là, que j'ai pas fait de stage, là, mais moi, j'ai jamais signé ça. Là. Je trouve ça quand même intéressant. Puis nous, c'est un peu l'idée de dire, quand un stagiaire vient sur un milieu de travail, bien, c'est vraiment dans un objectif souvent d'apprendre puis de commencer, si on veut, sa carrière professionnelle. Et donc, pour nous, qu'un stage soit signé par un contrat ou une convention, mais c'est totalement souhaitable. Puis ça va vraiment permettre à la fois pour le stagiaire de connaître ses droits, mais également pour l'employeur de venir rappeler peut-être certaines dispositions là, qui sont applicables à cette personne-là. Écoutez, il reste 20 secondes. Merci. Nous poursuivons l'échange avec cette fois-ci le député de Viau. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, collègues. Merci, Eliane. Merci, Simon, pour votre mémoire, pour votre présentation. Donc, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, et là, je vous le dis devant les micros, j'aime beaucoup votre mémoire, bien étoffée, bien documentée. Donc, ce qui traduit toute la compétence de Force Jeunesse dans plusieurs dossiers, particulièrement celui-là. À la page 2 de votre mémoire, donc... vous nous suggérez qu'il y avait deux options. Donc modifier la loi sur les normes du travail ou créer une nouvelle loi spécifique. Vous croyez que la première option a été plus appropriée? J'aimerais peut-être vous entendre là-dessus. Merci pour la question. Effectivement, en fait, il y avait deux approches possibles. Et il aurait été souhaitable la loi sur les normes du travail, qui est une loi d'ordre public, qui prévoit vraiment les normes minimales du travail, les normes desquelles on s'est dit en société, on ne peut pas aller en delà de ça. Mais on pense que de définir le rôle du stagiaire directement dans cette loi-là d'ordre public, ça aurait été souhaitable pour plusieurs raisons. D'une part, parce que si jamais il y a des modifications législatives à y adopter par la suite, bien là, il va falloir toujours avoir le réflexe d'aller modifier les deux lois, alors que tout ça aurait pu être intégré dans un même corpus. Déjà, notre corpus législatif en matière de droit du travail, et là, je mets mon chapeau de praticien, là, est très, très éclaté au Québec. On vient quand même créer une certaine complexité en créant un régime parallèle et distinct. Donc ça, c'est une première préoccupation. Aussi, d'un point de vue très pratique sur le terrain, les personnes responsables des ressources humaines vont devoir se familiariser avec un tout nouvel outil alors qu'ils connaissent très bien la loi sur les normes du travail. Donc, dans l'application, ça peut causer certaines problématiques également. Mais il y a vraiment cette idée-là de se dire, bien, on aurait pu, à même une loi qui existe déjà, venir clarifier très, très précisément quels sont les droits additionnels qu'on donne aux stagiaires et quelles sont les normes qui ne s'appliquent pas à eux. Parce qu'il y a des normes aussi, il faut le dire, qui, par la réalité même des stages, ne sont pas transposables aux stagiaires. Je pense notamment aux normes en matière de retraite, pour des raisons évidentes qui ne sont pas applicables, de travail des enfants. Donc, il y a des adaptations à faire, mais pour nous, ça aurait été plus logique et même transparent aussi de le faire à même la loi sur les normes du travail. Merci. Je ne me rappelle plus à quelle page de votre mémoire que je l'ai lu, mais en fait, je pense que c'est autour de la durée du travail, dans le chapitre concernant la durée du travail. Ce sont des cas dont j'avais déjà entendu parler. Donc, par exemple, un stage qui est prévu pour 10 heures semaine et l'employeur demande d'aller au-delà de ça. J'aimerais que vous nous situiez votre position là-dessus. Donc, ce qu'on précise, justement, c'est que les parties s'entendent et sachent clairement la situation dans laquelle ils s'engagent. Donc, à partir du moment où un stagiaire doit faire 10 heures par semaine, si jamais l'employeur ou le milieu de stage a des besoins additionnels, mais qu'il contracte avec le stagiaire, qu'il fasse un contrat à durée déterminée pour des besoins additionnels, mais qu'on ne profite pas du stage pour soutirer des heures de travail supplémentaires aux stagiaires qui sont déjà dans une situation de précarité. Et malheureusement, c'est ce qu'on observe sur le terrain actuellement. Le stagiaire est dans une position qui est un peu vulnérable face au milieu de stage. Il y a un désir de bonne performance, et ça, on joue un peu là-dessus pour aller faire une prestation de travail à un stagiaire. Donc, ce qu'on dit, c'est à partir du moment où le nombre d'heures est fixe et clair, les parties ensuite sont libres de prendre une autre entente si elles veulent aller au-delà de ça, mais il faut que la limite soit connue pour que les droits des stagiaires soient bien protégés. Donc, pour nous, ça fait vraiment partie des éléments importants
qui doivent être précisées dans tout stage. Le ministre vient de l'évoquer tout à l'heure, c'est 88% des stages au niveau collégial qui sont non rémunérés. Et 67% au niveau universitaire, Monsieur le ministre? 88% au niveau technique collégial, 67% au niveau Universitaire non rémunéré. Et j'aimerais vous entendre sur la recommandation 6, qui m'apparaît intéressante, très intéressante aussi. Oui, bien, en fait, c'est de dire les stagiaires, de la même manière que dans le monde du travail actuel, quand un travailleur est en formation, on va le rémunérer durant la période de formation parce qu'on considère qu'il est réputé être au travail. Pour nous, c'est un peu le même principe pour la personne qui est en stage parce que, contrairement à un travail que je ferais, par exemple, dans le cadre universitaire ou dans le cadre collégial, mon travail que je vais déposer auprès de mon professeur va bénéficier que ma personne. Tandis que là, dans le contexte d'un stage, on parle vraiment d'une personne qui va effectuer un travail qui, oui, peut l'aider à améliorer ses connaissances puis à parfaire son éducation, mais qui contribue aussi à la mission de l'organisation dans laquelle elle fait son stage. Et donc, quand on prend cette considération-là en compte, mais pour nous, ça devient impensable de se dire, bien, il y a une forme de prestation où la personne apprend qu'on va la rémunérer pour ce travail-là, puis la personne à côté qui apprend, elle, mais qui est avec un milieu d'enseignement, mais celle-là, la prestation de travail qu'elle va faire, c'est pas du travail, donc elle n'est pas rémunérée pour ça. Donc, c'est vraiment une idée aussi de pouvoir venir avoir un traitement juste et équitable, là, au même les salariés et les stagiaires. Intéressant qu'on aimait faire, c'est de dire, disons que quelqu'un commence un nouvel emploi, il y a toujours une période d'adaptation, il y a toujours une période où le travailleur est moins productif au début parce qu'il apprend comment fonctionne son milieu de travail, il y a certaines recherches qui doivent être faites. On n'accepterait pas que cette personne-là ne soit pas payée au salaire minimum, même s'il y a une perte de productivité. Alors, pourquoi est-ce qu'on tolère qu'un stagiaire, même s'il retire des apprentissages de son stage, quand il effectue une prestation de travail, ne reçoive aucune compensation? On se l'explique mal. Et moi, c'est des chiffres qui me parlent énormément. Là, 88% au collégial, 67% dans les universités. C'est majeur, là, la quantité de travail qui est fait, qui n'est pas rémunéré par des stagiaires. Et je pense qu'on est rendu là, collectivement, à se dire qu'il y a un problème, puis qu'on a l'opportunité aujourd'hui, avec ce projet-là, d'avoir un changement de paradigme. D'autant plus avec... quand on regarde, en fait, vous êtes attardé à faire... donc à bien nous expliquer le sens du stage et du stagiaire et le rôle du stagiaire. Votre recherche a été rapide, non exhaustive, sur justement la définition du stage du stagiaire, mais j'aimerais vous entendre sur cette recherche-là. Oui, bien en fait, on a pris la plateforme ou la banque de données là, du gouvernement qui permet aux employeurs d'afficher des stages. Puis quand on choisit l'option stage, même sur une plateforme gouvernementale, on peut retrouver toutes sortes d'offres d'emploi qui vont être identifiées comme étant stage. Donc, la personne qui connaît un peu son droit du travail va être peut-être en mesure de négocier avec l'employeur puis de dire non, non, ça, c'est pas un stage, c'est un travail au sens de la loi sur les normes du travail. Sauf que la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui a ces connaissances-là de base pour pouvoir discerner, là, est-ce que c'est réellement une offre de stage ou bien un emploi qu'on me fait. Merci. Une autre recommandation qui m'apparaît aussi fort intéressante, vous en avez échangé tout à l'heure à quelques mots lors de l'intervention du ministre, mais j'aimerais quand même vous entendre sur la recommandation 9 qui m'apparaît très importante aussi, sur le rôle que peuvent jouer, entre autres, des instances comme les associations étudiantes. Oui, bien en fait, c'est comme on le mentionnait, le système tripartite fait en sorte que dans le contexte étudiant, il y a déjà des associations qui existent pour protéger les droits et les intérêts des étudiants. Puis considérant qu'il y a plusieurs stages qui sont faits par des étudiants qui ont des associations les représentant, mais pour nous, ce serait complètement logique d'inclure cet intervenant-là dans la campagne de sensibilisation qui peut être faite là, auprès des stagiaires. Donc, de pouvoir inclure ces associations-là dans le pouvoir de défendre les
stagiaires au-delà de juste le contexte là, du campus universitaire? Le projet de loi, c'est un projet de loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail. Un enjeu qui me préoccupe, et je pense qu'il préoccupe l'ensemble des collègues, je crois, c'est les questions relatives au harcèlement en milieu de travail et dont peuvent être l'objet les stagiaires. Et votre recommandation 7, justement, s'attarde par rapport au mécanisme de plainte. Et j'aimerais aussi vous entendre sur cette recommandation-là aussi. Merci. En fait, évidemment, on est très heureux de voir que les protections contre le harcèlement ont été accordées aux stagiaires là, par le projet de loi actuel, ce qui est une protection qui est très, très importante. Ce qu'on vise avec la recommandation numéro 7, c'est vraiment de faciliter l'exercice d'un recours par les stagiaires qui, comme on l'a exprimé, souvent ne connaissent pas leurs droits. Donc, c'est de prévoir, comme le mécanisme existe déjà là, pour la loi sur les normes du travail, qu'une plainte puisse être portée au nom du stagiaire par un organisme de défense des droits étudiants, donc vraiment des associations étudiantes, et les établissements d'enseignement supérieur aussi, qui devraient pouvoir accompagner les stagiaires et défendre des conditions de stage qui soient équitables et qui respectent la loi. Donc, je pense que ce qu'on veut faire, en fait, c'est de donner l'intérêt à ces deux entités-là de pouvoir défendre l'application de cette loi-là. C'est très important, d'une part, et aussi pour donner un meilleur accompagnement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, merci. Nous poursuivons cette fois-ci avec le député d'Hochelaga Maisonneuve. Merci, Mme la Présidente. Bonjour. Deux petites questions. D'abord, je ne sais pas si vous êtes familier avec les rapports de mise en application qui visent donc à faire une évaluation après quelques années d'une nouvelle loi. On est vraiment dans du droit nouveau. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant de rajouter dans le projet de loi? Et deuxième question, vous prenez une position assez forte, là, justement, à la recommandation 6, là, pour dire qu'il faut qu'il y ait une rémunération au moins équivalente au salaire minimum. Est-ce que le fait de choisir le chemin d'une loi alternative à la loi des normes du travail n'est pas, en quelque sorte, un verrou que le ministre applique sur ce débat-là du salaire du stagiaire? Parce que oui, il y a la question des bourses qui sont offertes, mais le salaire, lui, est-ce qu'on ne vient pas barrer à tout jamais cette question-là, cette possibilité-là d'avoir accès à un salaire? Répondre à la première question, puis je laisserai Simon compléter. Pour le rapport, c'est évident que pour nous, ça peut être pertinent d'avoir ce type d'exercice-là. Je pense par contre que, compte tenu de ce qu'on vous a dit par rapport au fait qu'il y a des fois, il y a des stages qui existent qui ne sont pas réellement des stages, pour nous, il faudrait que le rapport puisse aussi évaluer là, le recours à cette pratique-là pour qu'on puisse venir bonifier, que ce soit la LNT ou encore là, le projet de loi 14 pour l'avenir. Ensuite, pour le salaire minimum, je peux laisser Simon y aller. Évidemment que l'adoption d'un régime distinct pour les stagiaires, pour la question du salaire minimum, sans parler de verrou, c'est vrai que ça crée un obstacle supplémentaire à ce que cette norme-là, minimale du travail, si elle n'est pas accordée dans le cadre du présent projet là, à l'étude, évidemment, il va falloir réouvrir la loi et ça vient créer un régime distinct. Donc, pour nous, ça ne rend pas impossible, mais ça vient créer un frein supplémentaire à l'ajout de cette norme-là. D'où notre recommandation d'avoir procédé d'abord par la loi sur les normes du travail. Je ne sais pas si c'est encore possible de le faire. Je comprends que c'est complexe, mais au moins, ce qu'on souhaite, c'est de ramener le plus possible de normes du travail dans ce projet de loi-là. Et pour nous, le salaire devrait en faire partie. Combien de temps, Mme la Présidente? 35 secondes. Mon Dieu, on en profite. Sur cette idée, donc, de pouvoir représenter des stagiaires, ce que l'UEC nous disait hier, je pense que ça allait un peu plus loin, c'est d'être le procureur, en quelque sorte, un peu comme la Commission des normes du travail le fait. Pour les salariés non syndiqués, est-ce que votre association, par exemple, pourrait jouer ce rôle-là éventuellement? Non, vas-y. Ce qu'on avait pensé, effectivement, c'est que vraiment, on a parlé d'organismes à but non lucratif de défense des droits des étudiantes et des étudiants, ce qui n'est pas tout à fait la mission de Force Jeunesse. Là. On représente plutôt vraiment les jeunes des 18-35 ans sur le marché du travail. Donc, je pense qu'il y a des regroupements étudiants qui ont une expertise au niveau des stages là, de défense de droits plus pertinente que Force Jeunesse. Donc, on laisserait ce travail-là aux associations étudiantes. Merci beaucoup. Oh. C'est sûr aussi que l'ensemble des programmes où il y a des stages n'ont pas nécessairement d'association étudiante, d'où la pertinence là, pour nous d'ajouter aussi l'établissement d'enseignement qui peut venir faire cette représentation-là. Alors, merci. Nous poursuivons cette fois-ci avec le député de Jonquière. Oui, merci beaucoup, M. Tels et Mme Racine. Votre association est très, très importante pour représenter la jeunesse au Québec. Pour nous, c'était essentiel que vous soyez ici aujourd'hui.
je me fais un peu l'avocat du diable là, sur la loi sur les normes du travail. Le ministre nous a dit, c'est pour une plus grande flexibilité. Bon. Et là, vous nous dites, on voudrait, par exemple, avoir des compensations ou un salaire minimum pour les stagiaires, donc on veut passer par la LNT. Mais est-ce que la loi sur les normes du travail ne deviendrait pas, comment je pourrais dire, ouvrir la loi sur les normes du travail, ça ouvre les demandes aussi pour beaucoup de choses, pour un débat plus large, alors qu'avoir une loi à part sur les stagiaires, est-ce que ça peut permettre d'agir plus rapidement pour l'enjeu des stagiaires? En tout cas, le ministre parle de flexibilité. Moi, je veux être sûr de bien comprendre là, les positions pour qu'on agisse correctement ici. C'est une position qui se défend très bien et c'est vrai que ça permet de cibler directement les stagiaires. Par contre, si on y va avec cette approche-là, notre position, c'est vraiment de venir intégrer les autres dispositions de la loi sur les normes du travail qui s'appliqueraient aux stagiaires en fonction de leur réalité. Donc, pour nous, là, il y a un traitement différencié encore qui est trop grand entre un salarié et un stagiaire, dans la mesure où la prestation du stagiaire bénéficie au milieu de travail, comme celle d'un salarié. Bien, on est d'avis qu'il faudrait importer davantage de droits de la LNT qui, en ce moment, n'ont pas été accordés aux stagiaires dans le projet de loi qu'on a sous les yeux. Autre élément, est-ce que vous entendez des témoignages ou avez-vous des exemples ou des chiffres qui démontrent qu'il y a des entreprises qui sont hésitantes à accueillir des stagiaires parce qu'il manque de moyens? Parce que vous parlez quand même de mettre en place des incitatifs et des subventions pour les PME. Est-ce que c'est un problème que vous ressentez chez vos membres ou ailleurs? Pas particulièrement. Nous, ce qu'on a comme écho, c'est que les étudiants et les étudiantes ont de la facilité à se trouver des milieux de stage de façon réaliste en demandant des protections additionnelles aux stagiaires. On en demande plus aux employeurs et aux milieux de stage. Il faut quand même être lucide par rapport à ça, mais je pense que c'est réaliste ce qu'on demande. Je pense que c'est jouable. C'est des normes minimales du travail qu'on demande. Donc, la plupart des milieux de stage, de toute façon, vont au-delà de beaucoup des conditions qui sont dans le projet de loi, mais on se remet à quel est l'exercice qu'on fait aujourd'hui en adoptant une loi comme ça de protection, bien, c'est de se doter d'un plancher. Et on pense que les normes minimales du travail sont le plancher duquel on devrait s'attendre pour nos stagiaires. Merci. Merci. Alors, merci, M. Tellez, Mme Racine, pour votre belle collaboration et votre belle contribution aussi aux travaux de la commission. Alors, nous allons suspendre quelques instants afin d'accueillir le prochain groupe. Merci.